allez, écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 l'OL, allez. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais, notre cœur. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais, notre cœur. Bonjour à tous et bienvenue sur Couleur dans l'émission Couleur Foot. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le dernier match de l'Olympique Lyonnais dans notre célèbre rubrique Le Débrief, et on en profitera pour marquer une pause musicale funky avec le célèbre groupe Delegation. Nous enchaînerons avec l'avis de la rédac à propos des mots de Rudy Garcia à l'encontre des installations brestoises ainsi que de leurs joueurs, et on conclura comme chaque émission avec le quiz Question pour un gone. Mais avant, je vais présenter les consultants d'aujourd'hui, on peut dire même les titulaires. Bonsoir Arthur. Bonsoir à tous. En forme ? On va essayer. Voilà, j'invite d'ailleurs tout le monde à rejoindre Arthur sur Twitter. Est-ce que tu veux dire ton arrobase ? Alors moi, c'est mon prénom et mon nom de famille, donc c'est arrobase Arthur Landais. Très bien, c'est parfait. On a notre deuxième titulaire, qui est Quentin. Bonsoir à tous. Bonsoir, tu veux aussi dire ton arrobase Twitter ? Eh bien, même chose qu'Arthur, c'est arrobase Quentin Villain. Voilà, c'est parfait. J'espère que vous êtes prêts pour le débrief, parce qu'on passe directement, tout de suite, on enchaîne, on perd pas de temps, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc je vous propose un petit jingle pour commencer. Allons-y. Le Stade brestois recevait ce vendredi soir l'Olympique Lyonnais au cours de cette 26e journée de Ligue 1. Deux équipes qui cette saison jouent au football, donc on ne pouvait pas s'attendre, on pouvait s'attendre qu'à un match animé, et ce choc a bel et bien tenu ses promesses. Je pense que vous êtes déjà d'accord là-dessus. Ah oui, ça a été un beau match Totalement. Avec une équipe de Brest qui, comme à son habitude, joue au foot. Même mené 3-0, ils ont pas renié leurs idées pour essayer de pas en prendre 5. Et ça a prouvé qu'ils avaient raison, parce qu'ils ont réussi à nous mettre vraiment en difficulté et revenir à 3-2. Et c'est pour ça que l'OL s'impose donc 3-2 au terme d'un match moyen de gone quand même, faut le souligner, mais qui ont su exploiter les faiblesses et les cadeaux des Bretons. Alors ça, c'est selon moi. On va passer aux statistiques avec la possession gagnée par les Brestois pour l'ordre de 51% contre 49% pour les Lyonnais. Ça se voit que c'était équilibré. Les Bretons ont tiré 19 fois au but pour 7 cadrés, et Nogon 16 fois pour également 7 tirs cadrés. Un bon match équilibré. Ah oui, Match équilibré, mais moi je retiens pas la même chose qu'Arthur, c'est-à-dire que moi je trouve qu'on s'est un peu mis en difficulté et que Brest nous a fait déjouer sur certes des courtes périodes en termes de temps, mais si on profite pas des erreurs et des espaces qui nous laissent, en tout cas en première mi-temps où on met les 3 buts, je trouve qu'on gâche trop en deuxième. On aurait dû se mettre bien à l'abri et ne pas les laisser revenir. Mais après voilà, Brest, tu l'as dit, ils ont bien joué. Ils ont continué à jouer surtout à 3-0. Ce qui est rare, parce que sinon, d'habitude, ça cool, cadenasse à 10 derrière, avec un mec tout seul devant qui va courir. On avait loué la semaine dernière le jeu de Dalloglio. Et il nous l'a prouvé. C'était bien. Hein. Alors par contre, contrairement à leur match de la semaine passée, où ils avaient carrément caroublé derrière, ils ont été vachement différents avec nous. Ils ont vachement joué, exploité nos failles défensives. Parce que Lille a aussi plus de maîtrise que l'Olympique Lyonnais dans leur jeu. Ouais. Dans le milieu, tu penses qu'ils sont meilleurs que nous ? Non, pas forcément au milieu de terrain, mais collectivement, parce que là, ils ont vraiment exploité nos faiblesses qui sont sur les côtés, avec De Cilio et Léo Dubois, qui fait que Honora ou Romain Fèvre nous ont mis vraiment en difficulté sur le côté, avec beaucoup de centres sur Steve Mounier, qui a frappé au final 7 fois au but sans marquer, parce qu'Anthony Lopez l'a vraiment mis en échec plutôt. Donc on a été dominé, on a eu un début de match très compliqué avec un très très gros rythme directement imposé par les Brestois pendant une petite quinzaine de minutes, avec Anto Lopez qui nous sauve déjà 3 fois en 15 minutes avec une sublime parade au bout de 20 secondes de jeu.
Et il y a aussi environ de la 70e à la fin du match où on a vraiment été dominé. Comme a dit Rudy Garcia, c'était un peu du kick and rush où il y avait des coups de butoir, des coups de butoir, des coups de butoir. Et on a réussi à être solide collectivement, à tenir et à repartir avec les 3 points. Ça ressemblait un peu à un match de Première Ligue. Sur la fin. Ouais, sur la fin avec beaucoup d'intensité des deux côtés. Parce que sur le reste du match, ça faisait penser au match de Montpellier. C'est-à-dire qu'ils ont joué sur les côtés, comme l'a dit Arthur, c'était jeu en triangle, et on prenait à revers Dubois et Deschiglio pour centrer, et c'est passé à chaque fois. Le premier but brestois, c'est comme ça. On est 6 sur la même ligne en défense, devant notre surface, tous alignés, on regarde tous le ballon, et les deux Brestois, ils sont en retrait, et ils ont tout le temps de mettre leur tête. C'est Chardonnay qui marque. Le deuxième but, ouais. Le premier, non ? Ah, tu parles du premier? Ouais, le premier. But, oui, autant pour moi. C'est Cardona le deuxième. Voilà, non mais c'est vrai qu'on retrouve les mêmes erreurs chaque semaine, j'ai envie de dire maintenant, en défense. On a trouvé notre point faible. Le problème, c'est que si on joue face à des équipes qui ont des bons coachs et qui savent mettre en place un jeu pour nous faire déjouer, c'est-à-dire là, par exemple, jouer sur les côtés, on peut être mis en difficulté sur le reste de la fin de saison. C'est pas très compliqué en plus de jouer sur les côtés pour chaque équipe. Bah non, c'est un peu la base. C'est la base du surtout football, que c'est le jeu en triangle. Jeu triangle. Après, on est mis en difficulté face à des blocs bas, et maintenant face à des équipes qui jouent, ça va devenir compliqué. Bon, face au bloc bas, cette année, on joue plutôt pas mal. On arrive à décoincer les situations. Ça dépend. Au début de saison, c'était vraiment très très compliqué. Je pense au match contre Lorient, qui était certainement le pire match que j'ai pu voir de la saison en Ligue 1 avec le Nantes-Marseille de ce week-end. Mais ça a été dramatique le jeu qu'on a fait. On a été sauvé sur un exploit individuel de Monsieur Dubois. Mais après, Paris et Lille ont exactement les mêmes soucis face au bloc bas. On n'est pas les seuls dans ce cas-là en Ligue 1. Et c'est dommage que beaucoup d'équipes jouent en bloc bas. Ça gâche un petit peu le niveau de la Ligue 1 qui pourrait être vachement relevé si toutes les équipes jouaient comme Brest en fait. Mais après, on peut pas en vouloir quand on voit que le commentateur de Canal+ a dit non mais en même temps quelle idée ils ont de vouloir repartir de derrière. Donc à partir de ce moment-là, c'est l'essence même du football d'essayer de faire des passes. C'est Monsieur Ménès Non, c'était son collègue, j'ai oublié son nom, mais effectivement, c'est la mentalité française. C'est on repart de derrière, ah bah qu'est-ce qu'ils font ? Enfin, non, ils essaient de bien jouer. On loue le jeu de Brest depuis le début de saison, mais non, eux, ils comprennent pas. Mais bon, que ce soit sur Canal ou Bein, c'est souvent les mêmes consultants ou journalistes qui font ces réflexions-là. On peut le dire, Brest n'a pas des joueurs qui coûtent des millions et des millions d'euros, et ils arrivent à produire un jeu de haute qualité. Je comprends pas d'ailleurs leur classement. Comme on peut voir en Ligue 2 avec Toulouse, Toulouse 3, Auxerre, où ça joue vraiment au football et où c'est plaisant à voir. Il y a des matchs de Ligue 1 où vraiment j'ai envie des fois... Non, même des matchs de Ligue 1 par rapport à la Ligue 1 ou à la Ligue 2, où si j'habitais pas en maison, je serais passé par la fenêtre. Parce que franchement, c'est compliqué. Alors qu'en Ligue 2, ça joue vraiment au foot. Alors qu'ils ont des joueurs bien de moins bonne qualité. Mais ça prouve que t'as pas besoin d'avoir un bloc bas pour gagner. Mais même simplement le meilleur joueur à chaque poste pour bien jouer au foot. Il faut un effectif cohérent et qui sache se trouver. Et un coach qui sait donner ses idées. Exactement. Le Barça a un petit peu le souci inverse d'avoir de très grands joueurs, de joueurs à millions d'euros, mais qui ne fonctionnent pas en équipe. Donc c'est ça aussi, il faut vraiment créer une équipe homogène où tout le monde s'entend bien et réussir à progresser ensemble avec un groupe cohérent. C'est ça, c'est avoir donné envie à l'effectif d'adhérer au projet du coach. Alors à l'OL, vous en pensez quoi ? Je pense que Rudy Garcia a réussi depuis la Ligue des Champions à emmener toute l'équipe dans son bateau et suivre son projet. Peut-être parfois un petit peu trop parce que on a l'impression que des fois ça suit l'idée du coach et ça va pas prendre eux-mêmes les initiatives, mais en tout cas c'est qu'on voit que ça adhère. On voit par exemple sur les vidéos d'OL Play des matchs comme on a pu voir au derby contre Paris ou des choses comme ça où ça suit vraiment, où il y a une vraie osmose à l'intérieur de l'effectif, et ce qui fait que dans des matchs à difficulté comme on a pu le voir par exemple cette année à Angers où on gagne à l'arrache, à Brest aussi, ou c'est à Strasbourg aussi où on gagne mais difficilement, et c'est des matchs que peut-être on n'aurait pas réussi à gagner il y a 1 ou 2 ans parce qu'il y avait trop de disparités à l'intérieur de l'effectif. Pourtant c'était pas gagné parce que quand il arrive le groupe l'apprécie pas tellement. Je pense que tu as raison, le Final 8 a réussi à fédérer le groupe, et c'est peut-être ça aussi ce qui rend un peu frileux Rudy Garcia, dans le fait qu'on lui reproche souvent de garder Toko et Kadewere devant, de pas trop changer les latéraux.
C'est peut-être ce groupe qu'il a réussi à créer. Il a peur de, je sais pas, en incorporant Cherki, en mettant plus Slimani par exemple, ou en mettant Barr, de perdre certains joueurs. Je sais pas, hein, j'essaie de l'avancer comme ça. Alors justement, en parlant du Final 8, vous pensez pas qu'on a surfé sur cette vague? Parce que depuis quelques matchs, on ressent que notre jeu est différent et moins beau à voir, on est moins percutant. Est-ce que ça y est, c'est pas la fin déjà de cette épopée, on va dire? Non, faut pas être négatif parce que c'est compliqué pour c'est une question, beaucoup d'équipes. Pour moi, c'est pas la fin. Et puis je pense que l'épopée du Final 8 s'est finie en début de saison quand on a laissé le 3-5-2 de côté. On est reparti sur une nouvelle dynamique quand on a enchaîné les victoires. D'accord, non, mais c'est un bon point de vue à avoir parce que certaines personnes pensent que c'est grâce au Final 8 si on a réussi à faire une demi-saison aussi bonne et que maintenant ça va s'arrêter. Pourtant, j'ai du mal à y croire, à la suite du Final 8, on fait un mauvais début de saison. Ouais. Oui, d'ailleurs les joueurs se plaignent de la préparation, les Parisiens sont exactement dans le même cas que nous. Donc voilà, mais c'était pour rebondir là-dessus. Alors on va revenir un petit peu sur le match. Et si on revient sur le match d'ailleurs, et qu'on parlait de Rudy, on disait hors antenne que c'était quand même très intéressant le pressing qu'on a mis en place et les consignes qui ont été données. Par exemple, c'est l'entraîneur des gardiens Christophe Revel qui allait dire aux joueurs monter au pressing sur le gardien parce qu'il va souvent dégager au pied, prendre son temps. Et c'est ce qui a marché sur l'ouverture du score. Au moment où on était en très grande difficulté. Donc toi, tu as parlé un peu de chance, mais on a su créer la chance. Totalement. Que ce soit sur le premier ou sur le deuxième, quand c'est Thiago Mendes qui fait le très bon pressing sur le défenseur brestois pour la Christophe Herrel, je crois. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu, il arrive sur lui et c'est pousse-toi, je prends le ballon. Il la donne tout de suite à Memphis qui, après, fait le bon décalage pour avoir. C'est magnifique ce qu'il fait, Memphis. Il fait un très grand match. Ah oui, il fait la passe parfaite. Hein. Même le geste parfait avant, le pivot et tout, rien à dire. Quand on parle d'une passe décisive, c'est que sur cette action, Memphis met quasiment 75% du but. Je pensais qu'il allait tirer, moi, vraiment, hein, réellement, parce qu'il avait l'occasion de tirer. Moi, je pensais qu'il allait faire son coup spécial où il repart en espèce de roulette, talonnade. Exactement. Mais non, il a été altruiste. Je crois en plus sur le but qu'il lève même pas la tête. Il fait la passe alors qu'il regarde que le ballon. Ouais, il sait où est Oussem en fait. Mais c'est ça qui est intéressant avec le fait, j'en parle depuis plusieurs semaines, de mettre Oussem Aouar ailier gauche, c'est qu'on a vu par exemple dans leur vidéo, dans leur interview avec le Canal Football Club, où ils sont très très proches, ils sont très amis tous les deux, et ils parlent le même football, et c'est que ça les rapproche sur le terrain, ils sont plus proches, ils sont plus connectés. Et donc au final, ça permet d'avoir ce genre d'action où ils se retrouvent tous les deux, ils savent jouer ensemble. Alors là, j'allais parler de la prolongation de Memphis qui laisse planer le doute encore une fois sur un live Instagram où il dit qu'il n'a pas pris de décision et qu'il a la possibilité de rester encore un an de plus, il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Ça serait formidable qu'on ait encore une année avec Oussem Aouar et Memphis Depay. Moi, paradoxalement, je crois plus à la prolongation de Memphis que celle d'Oussem. Que Oussem Aouar reste une saison de plus, ouais. Pareil, je pense que Oussem Aouar a fait son cycle chez nous et qu'il serait peut-être temps pour lui, pour même qu'il puisse passer un nouveau cap dans sa carrière, de partir. Après, s'il reste, je dirais pas non. Hein. Je pense que ça va dépendre de la fin de saison, peut-être. Si, par exemple, exactement. Je nous le souhaite, hein, on gagne le titre. Il y a peut-être des joueurs qui vont se dire bon bah j'ai fini mon cycle à l'OL, je pars là-dessus. Surtout les joueurs issus du centre de formation. Ouais, voilà, c'est ça. Oussem, il voudra peut-être rester là-dessus. Et au contraire, si on finit deuxième. À peu et que en fait je pense que ce qui va grandement changer c'est au niveau du projet qu'on va mettre en place à la fin de saison prochaine parce qu'on voit que ça parle de plus en plus de Karim Benzema, on ne sait pas si Rudy Garcia va rester, on sait que tout le staff est en fin de contrat, donc qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va tous les prolonger, est-ce qu'on va donner les clés de la maison à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on va recruter, donc tout va se jouer là-dessus, je pense. Alors je pense que honnêtement, si Karim Benzema annonce qu'il vient à l'Olympique Lyonnais, mais qu'il faut faire des concessions, notamment renouveler le staff peut-être un an de plus, parce qu'économiquement, je pense que ça reviendrait moins cher que de prendre un nouveau entraîneur avec une ribambelle de nouveaux membres d'équipe. Avec son équipe, ouais, avec son équipe. Je pense que Memphis a des chances de vouloir prolonger, parce que Benzema, c'est quand même un grand joueur, Real de Madrid, on connaît. Ah mais c'est clair que devoir jouer Memphis et Benzema ensemble, ça peut faire la différence. Est-ce que c'est pas le même poste ? De 9,5, Benzema il est plus dans ce rôle là hein. Je pense qu'on peut associer les deux, de toute façon des grands joueurs ils s'entendent toujours sur le terrain. Ouais mais bon en termes de salaire et de poste,
pour moi, ce serait plus justement un échange avec Memphis qui part au Real. Le Real ne veut pas de Memphis. Non, mais lui, il reste du Real. Mais lui, il reste du Real. Ouais, ça, Non, c'est vrai. le Real veut Haaland ou Mbappé, évidemment. Ce qui est normal. Ils veulent les deux. Ouais, oui. Oui, bon. Après, on verra les finances. Parce oui, voilà. il y a aussi ça qui va rentrer en compte, c'est que cet été, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Est-ce qu'il va falloir vendre? Parce qu'on a vu aussi que Jean-Michel Aulas a annoncé 111 millions de pertes pour le premier semestre. Bon, dans ces 111 millions, il compte aussi la non-qualification en Ligue des Champions. Ce qui n'est pas lié au Covid, ce qui est lié à nos résultats sportifs. Oui, ça, faut arrêter de se voiler, de se cacher derrière. Non, mais le championnat s'arrête à la 28e journée. On était 7e et on faisait une saison dramatique. Exact. Qu'on ne fait pas cette année, par chance. Exactement, par chance ou par travail. Oui. En tout cas, vous êtes toujours sur Couleur dans l'émission Couleur Foot. On va passer un petit peu aux points faibles avant de faire les tops et les flops rapidement. Alors, les points faibles, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à part la défense. On l'a répété juste avant avec le jeu en triangle qui surprend nos latéraux. Qui surprend, il serait temps qu'il s'adapte un petit peu, parce qu'à force de travailler là-dessus. Metz, Montpellier, la Brest, va falloir bosser un petit peu et en fait être un peu plus réactif en défense. Quand on doit défendre face à un centre, on est trop en zone et on regarde pas en fait le joueur qu'on doit marquer. On laisse trop de joueurs libres dans la surface. Diomandé et Denayer qui font des bons matchs, je les aime bien, mais par exemple, ils doivent voir qu'à côté, on a Chardonnay qui fait un pas en retrait. C'est quand même ton rôle de défenseur, tu dois pas regarder que le ballon. Après, pour le match de Jason Denayer, je suis pas forcément d'accord parce qu'il il a un tout petit détail qui me déplaît un petit peu dans son jeu, parce que j'en ai déjà assez parlé dans l'émission, vous savez que je l'adore, mais c'est qu'en fait il a trop l'habitude de défendre en reculant. C'est vrai. Donc, ça, c'est un gros souci, et c'est que vu que c'est le leader de notre défense, c'est qu'il aspire aussi ses coéquipiers, et ce qui fait qu'on a souvent des joueurs en retrait positionnés seuls. Justement, je trouvais que la charnière Diomandé-Marcelo était peut-être plus intéressante sur ce point-là. J'avais l'impression qu'on reculait moins et qu'on défendait un peu plus haut. Voilà, est-ce que c'est Marcelo, quand il est avec Denayer, qui lui impulse aussi ce fait de remonter? Je pense. Il y a peut-être aussi Marcelo ça. Marcelo est un véritable leader en défense. Alors jamais j'aurais cru dire ça un jour. Moi non plus. C'est le cas, faut le constater. Et il faut dire les choses. Il fait une très belle saison. C'est dommage même qu'il soit blessé, parce qu'il était sur une bonne dynamique. Mais il va revenir rapidement, je pense. J'espère en tout cas. Mais Diomandé fait le taf sinon. Ah oui. Et sinon, tu disais qu'il n'y a pas trop de points faibles. Il y en a quand même un gros à noter, c'est notre manque d'efficacité sur les 2 derniers matchs, qui est quand même très... Offensivement ? Ouais. Alors certes, on marque 3 buts en première mi-temps, c'est très bien, on a saisi les occasions qu'on avait à saisir, mais en deuxième, on doit tuer le match, on doit au moins en mettre un 4e et un 5e. On a Toko qui rate 2 énormes face-à-face, il touche le poteau. On a Memphis aussi... Qui a une frappe cadrée avec un bel enchaînement de Toko à droite. On doit faire mieux, je pense, offensivement. Mais juste, si on peut parler un tout petit peu, c'est pour le gardien brestois, Sébastien Cibois, il me semble. Et c'est qu'il fait une première mi-temps catastrophique. Difficile. C'est son 3e match aussi. Oui, c'est son 3e match. Le pauvre. Il prend un but sur une erreur à lui, il provoque un penalty où s'il sort pas, il y a but. Donc, D'ailleurs, petite question, pourquoi l'Arsenal n'était pas dans les cages? Parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs dernièrement. D'accord, mais c'est un très bon gardien. Bah oui, mais ce qui est bien avec Olivier Dalloglio, c'est qu'il met en place une concurrence juste. Oui, à mon avis, il va vite retourner dans les cages. Bah oui, mais. Même si la deuxième période. C'était là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, il arrive vraiment à se remettre dans son match et à se dire le match n'est pas fini, il y a 45 autres minutes, j'ai pas envie de continuer à mettre mes coéquipiers dans la difficulté. Et il fait une deuxième mi-temps de très bonne qualité où il sort beaucoup d'arrêts. Des arrêts incroyables. Je pense celui à le tir de Tino Kedewere qui fait une magnifique frappe croisée et il la sort du bout des doigts, magnifique. C'est très bel arrêt. Et ça en dit long sur la mentalité du joueur, où il a réussi à se remettre dans son match totalement. Et du club aussi, parce qu'à 3-0, ses coéquipiers auraient pu baisser les bras tout autant que lui. Et c'est que j'ai pas l'impression qu'ils ont spécialement remis la faute sur le gardien. Non, c'est vrai. Non. Alors moi je voulais juste revenir sur un dernier point faible, après on passera au top et au flop rapidement. C'est le coaching, j'ai trouvé les changements mais absurdes. Alors là si on peut juste parler de ce qui s'est passé pour le dernier changement. C'est 86e. 86e, oui, vas-y. Où on a déjà fait 4 changements et il ne nous reste plus qu'une possibilité de changement. Parce qu'on peut faire que 3 sessions de changement. Et en fait, on entend le commentateur dire il y a 3 joueurs qui vont rentrer, Melvin Barr, Slimani et je crois que c'était Cherki. Non, je sais plus qui était le 3e. J'ai perdu non, je me rappelle plus. Franchement, j'ai un doute, mais oui, les 3 enlèvent leur survêtement. Et du coup, on se dit qu'est-ce qui se passe?
il va faire 3 changements, on va être à 7. On va être à 7 changements, donc on va perdre sur tapis vert. On voit les joueurs qui continuent de se préparer, de se mettre en tenue et tout. Et là, d'un coup, on voit que le 4e arbitre le dit à Rudy Garcia. Il avait l'impression d'être perdu en fait. Et qu'est-ce qui se passe après ? Il n'en fait rentrer qu'un. Il fait rentrer un joueur, voilà. un attaquant. Et c'est là justement où je voulais en venir, c'est pour ça que j'ai dit que les changements étaient absurdes. Déjà, ils n'ont pas été cohérents tout le long du match. Les entrants, je vois pas, c'était pas ni le bon moment, ni les bons entrants pour moi. Après, je suis pas coach, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais je suis désolé, faire rentrer Cornet. Et laisser, qui est encore trimballé à n'importe quel poste possible. Oui, voilà, en plus, donc il a aucune continuité, il a aucune. Quand ça l'arrange en fait. Il a aucun repère, il a rien le joueur. On l'aide pas aussi. On dit ouais, Cornet il est mauvais. Ben finalement, en fait, si on le met pas déjà à son poste et qu'on le fait pas jouer régulièrement à un poste précis, il peut pas avoir d'automatisme, il peut pas être bon, tout simplement. Et comme faut le rappeler, quand on a recruté Maxwell Cornet du centre de formation de Metz, il était formé en tant que buteur. Ouais, il était buteur pur. Hein. Mais il l'a réclamé quand il y avait encore la casette de. Et après, on l'a mis ailier droit avec Bruno Genesio. Il était pas très mauvais, ailier droit. Ah, mais la saison, quand Bruno Genesio arrive et où il y a Guézal, Lacazette, Cornet qui sont en pointe, ouais. Qui sont tous les 3 devant avec le dernier match au Grand Stade contre Monaco, on gagne 6-1. Franchement, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose à dire sur Maxwell Cornet. Les choses ont changé. C'est que maintenant, on l'a changé de poste. Il est passé à un moment piston gauche. Ça pouvait s'entendre. Maintenant, il est latéral gauche. Donc il est trimballé de partout, il n'a pas de poste, il n'a pas d'automatisme avec les joueurs. Et en même temps, il a peut-être pas forcément besoin de se dépasser parce qu'il n'y a pas d'une concurrence. Mais c'est ça, pourquoi c'est lui qui rentre et pas Slimani ou Cherki sur un côté ? Là, il fait sortir Toko, tu fais rentrer Cornet qui normalement est un défenseur selon sa logique. Il est placé sur les défenseurs, sur les défenseurs quand il y a les. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, il fait rentrer Slimani à la 86e, c'est tard. Cherki, du coup, il rentre pas. Il fait rentrer Kadewere alors qu'il voulait le faire souffler. Ouais. Bon, alors son entrée est bonne avec Cacré. Ah oui, une bonne entrée. Cacré, j'ai le souvenir qu'il sauve un contre brestois vers la 75e. Heureusement qu'il est revenu, hein, parce que là, on n'était pas loin. Comme à chaque fois. Hein. Mais justement, là où je parlais de cohérence dans les changements, je trouve que c'était une fin de match où on avait besoin de joueurs qui gardaient la balle ou qui avaient une certaine percussion. Et finalement, à part Cacré, il fait rentrer aucun joueur qui sait conserver la balle. Il a sorti Depay en plus. Et il sort Memphis Depay qui lui peut conserver. Il n'y avait plus que Lucas Paqueta. Et voilà, Lucas Paqueta qui a d'ailleurs fini un peu sur les genoux le match, hein. Il était cuit physiquement. Il a fini avec des crampes. Hein. Ouais. Mais vu que notre coach l'a si bien fait, on n'avait plus de possibilité de faire des changements à partir de la 85e minute. Je sais pas ce qui s'est passé avec les changements, c'est pour ça que je dis vraiment. C'est un moment lunaire. Hein. Ouais. On aurait cru voir l'AS Roma. Mais incroyable. Par contre, Thiago Mendes fait un très bon match où il fait beaucoup de retours défensifs, d'interceptions. Au niveau du pressing, on le voit sur le 2e but. Et en fin de match, il a été très précieux dans la conservation de balles. Il y a quelque chose qu'il fait très bien, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est en fait, c'est que quand il récupère le ballon, il se retourne. Il fait un demi-tour sur le côté opposé pour repartir. Et ça, il le fait très bien parce que ça permet au bloc de remonter un peu, de souffler, ça fait gagner un peu de temps. Donc franchement, ça c'était très très bien. Et il envoie l'adversaire ailleurs. Exactement. Ça c'est cool. On va passer au top et au flop. Alors les tops, on est tous d'accord là-dessus. C'est tous Memphis Depay et Lucas Paqueta. Bruno Guimaraes aussi. Et Bruno Guimaraes aussi qui est sorti. Mais voilà, on va pas reparler des changements. Qui ne fait pas une passe en avant selon un commentateur de Canal+. Pierre Ménès pour le alors qu'il fait 2 passes qui découpent totalement la défense. Il est très fort. Ou sur le penalty sifflé pour Memphis où il fait une passe. Et sur la passe que Toko et Kambi ratent, alors qu'il y avait Oussem Aouar bien mieux placé que lui, où il fait une passe de l'extérieur du pied claqué, qui se sèche, qui va dans le sens du but, qui est parfaite, ou là, comme sur la passe décisive de Memphis, où il fait déjà la moitié du boulot. Et malheureusement, Toko et Kambi ne réussit pas à la mettre au fond, mais il a des circonstances atténuantes en ce moment. Et voilà, dans une période difficile. Justement, moi je voulais parler des flops en priorité. Alors Desiglio, je pense qu'on est tous d'accord aussi, on va pas débattre parce qu'en plus il faut aller vite, il faut accélérer. Donc, non mais là, à la différence de lui, nous on va accélérer. Ouais, c'est ça. Il faut mettre barre à un moment, faut arrêter. Il fait une même fixette. Pierre Ménès le demande, donc à partir de ce moment-là. Rudy fait une fixette sur Desiglio, il veut absolument le mettre. Donc soit il fait souffler du bois. C'est lui qui a quand même demandé à recruter Mattia Desiglio et je pense qu'il a pas envie de voir Mattia échouer à l'Olympique. Mais c'est bien le problème. Mais qu'il le mette à droite parce qu'il est bon à droite. Oui, il est bon, il est pas mauvais. Quoi. Oui, voilà. Ouais.
C'est un joueur moyen, malheureusement, mais quoi, il peut rendre service en fait. Mais à la droite, différence Parce que là, de il couvre. Léo Dubois, c'est que Léo Dubois est un joueur intelligent. Je trouve pas spécialement que Mattia Deschilio est un joueur spécialement intelligent sur le terrain. Tu parles en termes de jeu. Hein. Je pense pas qu'il soit. Le football. Oui. Je pense pas qu'il soit. Je connais pas s'il connaît ses tables de multiplication, Léo Dubois. Je veux dire dans la manière le tempo qu'il a. Mais je pense pas que Desilio il soit. Je pense qu'il est intelligent dans son football aussi, mais il est plus embêté par sa technique. Il sait toujours pas faire un contrôle. Mais surtout qu'il est pas sur son pied à droite, à gauche. Et c'est à cause de ça aussi, je pense. Hein. Alors voilà, Desilio, on passe au-dessus. Moi, je voulais rentrer dans le débat Toko Ekambi. Moi, je suis pas d'accord à ce niveau-là. Voilà, alors toi, t'es pas d'accord. Moi, j'explique mon flop. Donc, j'ai choisi Toko Ekambi. Je trouve qu'il fait pas des bons matchs. On lui demande de marquer, il marque pas. Il a toujours cette maladresse à la finition. Et ça commence vraiment à m'insupporter. C'est un joueur que je n'apprécie pas. J'apprécie pas le profil et j'ai beaucoup de mal. Comme lui, j'ai beaucoup de mal avec la finition. Donc. C'est pas un joueur. Déjà, il vend pas du rêve, je pense, sur le terrain, parce que c'est pas Cristiano Ronaldo niveau technique. Bon, après, on peut pas lui en demander, c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Mais paradoxalement, il est de moins en moins bon à la finition, mais il est de mieux en mieux au niveau du jeu. Oui, il est de plus en plus juste. Il est là dans le jeu, il est présent dans le jeu. Là-dessus, j'ai rien à lui redire, mais quand même, il loupe beaucoup trop d'actions. J'ai l'impression d'avoir Edinson Cavani. Mais qui marque pas. Mais qui marque pas. Mais Cavani, non, on va pas commencer à parler du PSG parce qu'on a qu'une heure. Mais voilà, j'ai l'impression voilà, et que finalement, il a marqué tous ses buts un peu par chance, par la gentillesse de ses coéquipiers qui lui ont fait des caviars aussi. Enfin, en fait, je suis d'accord avec vous deux. C'est-à-dire que sur le match, il y a deux Toko. Il y a le Toko qui rate les face-à-face ultra faciles. Mais le souci, surtout sur les face-à-face, c'est que 2 sur les 3 qui ratent, mais il manque de QI foot. Il manque de QI foot. Il doit la décaler à War. Bon, je veux bien qu'il la tente, mais on n'est pas à 4-0, 5-0. On était à 3-0 à ce moment-là. Hein. Oui, mais quand il en rate d'autres, on n'est plus à 3-0, oui, on est à 3-1, on est à 3-2. Là, essaye de faire la passe. Ou alors, si tu fais face à face, marque. Et après, je suis d'accord avec Arthur, c'est que les enchaînements à droite qu'il fait avec Memphis, où ça joue en triangle, ça amène des occasions, ça, on lui reprochait quand il est arrivé de ne pas savoir jouer collectif et de ne pas savoir enchaîner sur un côté. Mais moi, je préfère son positionnement à droite et laisser l'aile gauche à Oussama Aouar, par exemple, ou à Slimani. Mais surtout, on oublie quelque chose avec Karl Toko Ekambi, c'est qu'il a perdu son père il y a 2 semaines, donc il est clairement pas dans les bonnes dispositions pour. S'il n'est pas dans les bonnes dispositions, il va sur Garcia, le banc de touche. voilà. On a de la réserve sur le banc de touche. Mais après, c'est pas lui qui. Non, c'est à Rudy Garcia. C'est à Rudy Garcia de voir que le joueur il est pas en forme et de laisser reposer. Peut-être pourquoi pas faire des entrées, puisque je pense qu'avec sa vitesse en fin de match, il peut faire très mal. Et reprendre confiance, parce que c'est ça, faut pas le blacklister totalement et le sortir. Non. Mais après, si tu le mets sur le banc à ce moment-là où il vient de perdre son père, il est pas très bon. Est-ce que tu le flingues pas totalement? Non, mais non, faut expliquer les choses. Je pense qu'il y a des procédures. Je sais pas comment ça se passe avec. Je sais pas du tout comment Monsieur Garcia. Rudy Garcia est pas le meilleur en termes de communication, paraît-il, d'après ses anciens joueurs. Hein. Donc, je sais pas, mais en tout cas, tu peux expliquer aux joueurs que en ce moment, dans sa vie privée, c'est un petit peu compliqué. Faut qu'il se repose, faut qu'il reprenne des forces et que tu le fais rentrer pendant les matchs. Surtout, je crois que le pire, c'est que comme Jürgen Klopp, il a pas pu aller à l'enterrement de son père à cause du Covid. Ça, c'est terrible. Hein. Donc. Après, non, mais il y a des raisons externes au football où on peut comprendre qu'il soit un peu moins dans les matchs, en quelque sorte, mais c'est à Rudy Garcia de faire le nécessaire aussi. Il faut qu'il réussisse à permettre à ses joueurs de reprendre confiance, ceux qui sont un peu moins bons. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça. On va passer tout de suite à l'avis de la rédac. Alors, dans l'avis de la rédac, nous allons parler des propos de monsieur Rudy Garcia envers les adversaires ainsi qu'envers leur installation. Voici ces 2 déclarations qui ont fait un petit peu polémique. Alors il a dit « Il a fallu qu'on s'accroche, qu'on bataille, ça ressemblait à un bon vieux match anglais d'il y a 30 ou 40 ans, un beau kick and rush, mais c'était logique parce qu'il y a du vent, parce qu'ils ont des attaquants forts de la tête et parce qu'ils avaient besoin de revenir. » Alors on a la première citation qui est peut-être un petit peu la moins scandaleuse, mis à part c'est logique, il y avait du vent. Bon, si c'est quand même un peu scandaleux. C'est caricatural. Hein. Moi, je pense qu'il y a un peu de jalousie parce qu'il a entendu parler qu'Olivier Dalloglio commençait à faire du bruit à Lyon. Il s'est dit, je vais un peu essayer de le casser.
Mais surtout que c'est faux, on dirait qu'il a vu seulement 10 minutes du match. Oui. Non, mais après, voilà, je veux dire, il est maladroit là-dessus. Mais je trouve que c'est la moins insultante comparée à celle qui est en dessous, où on sent un mépris, mais total envers l'équipe et envers le stade, tout ça. Donc voilà, je trouve que celle-là, c'est la plus gentille, on va dire, de ces deux déclarations. Est-ce que vous voulez rebondir d'abord sur celle-là ? C'est pas très honnête, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est les 20 dernières minutes si on compte large, mais le reste du temps, le problème c'est que ça joue au sol, ça repart de derrière, et tu peux pas reprocher à Brest, les accuser de jouer à l'anglaise comme il y a 40 ans. Et surtout les 15 premières minutes de jeu, où on voit pas le jour. Alors moi j'ai fait cette comparaison avec un match de Première Ligue, mais j'ai pas dit que c'était il y a 30-40 ans, hein. J'ai plus vu un match de Première Ligue comme il se fait actuellement. Bah ouais, mais... j'ai pas compris. Après peut-être qu'il y a 30 ans, 40 ans ça joue comme ça, je sais pas. Mais lui c'est pas ce qu'il a dit justement, que c'était un kick and rush d'il y a 30-40 ans. Ouais, c'est justement, je rebondis là-dessus sur l'âge. Moi j'ai jamais vu. Il y avait que Quentin qui était né à cette époque-là. Voilà. J'ai 23 ans, j'étais pas né. Mais surtout ce qui me choque, c'est qu'il dit parce qu'ils ont des attaquants forts de la tête. Steve Mounier, c'est tout. Ah bah Steve Mounier pour je crois que c'est Ronaldo, hein, pour Rudy Garcia. C'est même pas et pour Clemendes aussi. Oui, c'est ça. Non, mais, j'ai pas bien compris parce qu'en plus Steve Mounier il a pas marqué de la tête quoi. Mais il prend 7 ballons de la tête quand même sur ce match. Bon, il en prend 7, oui, mais c'est pourquoi ? C'est parce qu'on est mal positionné défensivement aussi. Oui. Donc, c'est ça, exactement. Voilà. J'ai pas bien compris cette déclaration. Mais c'est vrai que ça faisait vraiment tour de contrôle au milieu. Hein. Ouais, vraiment. Mais pour arriver jusque-là, ça jouait vraiment au ballon. Ah non, mais bien sûr, on s'est fait bouffer dans plein de secteurs de toute façon. Moi, je vais encore en parler cette semaine, comme toutes les semaines, mais Romain Fèvre, il est vraiment super intéressant. C'est vrai qu'on aura aussi. Hein, il sort peut-être un peu tôt, Fèvre. Je me suis sûrement fatigué, mais 65e je crois. Ouais, je me suis fait 67, je me suis fait la réflexion de tiens, il sort. Après ils ont un coach qui fait des changements quoi, et tôt. Mais on n'est pas habitué. On n'est pas habitué, c'est pour ça. Moi j'ai vu le 4e arbitre, j'avais le Tagadam à 150 hein, parce que c'était pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors on va continuer avec la deuxième déclaration où Rudy Garcia donc dit tout est en format de poche ici, même la salle de presse. Il s'est amusé à dire ça. Qui est de Brest? Messieurs les journalistes, ils posent la question. À quand un nouveau stade ici ? C'est prévu ou pas ? 2026 ? Bon, au moins, si c'est prévu, c'est bien. Ce n'est pas officiel ? Bon, ce serait bien, effectivement. Donc voilà, on pose plein de questions comme ça aux journalistes qui sont dans la salle. Déjà, tout est en format de poche. Ici, c'est normal, on est en Ligue 1. Tous les clubs n'ont pas le budget de l'Olympique Lyonnais ou du PSG. Je pense que c'est une boutade, mais qui est très mal faite, qui est malvenue. En fait. C'est mal déplacé, c'est méprisant pour un club qui est en train de grandir, justement, d'année en année. Surtout, personnellement, j'ai fait beaucoup de stades en Ligue 1. Je suis allé voir pas mal de... C'est pas le pire. Non, mais je voulais pas en venir là. C'est que j'ai vu pas mal de matchs de l'OL à l'extérieur. C'est que les stades comme ça, dans la tête des supporters, c'est l'essence même du football. C'est ce qu'on avait parlé la dernière fois, c'est le football populaire, où tu vas à la buvette, où tu bois un verre, où tu manges un sandwich. C'est pas des stades ultra modernes comme on peut voir à Lyon, à Lille ou des choses comme ça. Ou par exemple pour les supporters qui viennent voir des matchs à l'extérieur où tu dois monter 500 marches pour arriver en haut, où tu vois parce rien. Parce qu'il n'y a que les VIP qui ont les escalators, faut le préciser. Oui. Donc ça, c'est ce genre de stade, c'est l'essence même du football. C'est ce pourquoi quand j'étais plus jeune, j'aimais aller voir un match de foot comme on pouvait le faire à Gerland. Et c'est des choses qu'on ne peut pas retrouver dans les stades modernes. Alors justement, je rebondis là-dessus, comme je suis carté au Lyon 1950. Quand on discute avec tous les supporters, notamment ceux qui sont là depuis très longtemps, qui sont abonnés au stade, qui étaient abonnés à Gerland, ils ont un peu ce regret d'être au Parc OL. Alors c'est fantastique pour l'économie, on peut dire, c'est à la classe quand même d'avoir un aussi beau stade, aussi grand stade. Mais tous ont la même réflexion, c'est que c'est froid. Ça fait pas populaire. Ça manque réellement d'âme. Déjà, il n'y a pas d'histoire. Mais l'histoire, elle va se créer. Voilà, on est en train de l'écrire, l'histoire. Mais voilà, on a cette reproche-là qui est, c'est plus un football populaire, mais c'est un football business. Et nous, on se retrouve un peu là-dedans. Mais c'est clair, c'est que... Comme ça. Par exemple, pour revenir sur Gerland, c'est que moi, j'y vais depuis que je suis tout petit. Je crois que la première fois que j'y suis allé, c'était en 2004, donc j'avais 5 ans. J'avais mes habitudes. C'est que je me garais à cet endroit-là, je me prenais mon kebab qui me rendait malade à cet endroit-là. Le kebab qui rendait malade. Et c'est que j'avais des habitudes. Et c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans un stade comme on peut voir maintenant au Parc OL, dans des stades ultra modernes, où c'est froid, où même les toilettes sont propres, tout ça, c'est des choses qu'il n'y avait pas à Gerland. Mais c'est... Je suis content que les toilettes soient propres. Ouais, c'est vrai, quand même pas mal. Ça fait quoi on va pas regretter. On va pas regretter. Mais c'est le stade populaire comme on peut voir par exemple à Nîmes ou mais là, Brest. Là, la remarque qu'il fait, on va dire que c'est lié à la météo, non ?
C'est par rapport au vent qu'il y avait, parce Après, que si on avait une après, grande tu vas en tribune... Bretagne, tu sais très bien qu'il va pas faire 50 Non, degrés. Quoi. mais justement, au lieu de faire cette vanne sur le stade est petit, vous avez une petite tribune, du coup le vent passe. Non, c'est pas la même déclaration quand il parle. C'est après quand Oui, il mais- parle du vent. Et mais justement, Ça est-ce que peut- cette blague-là, il la fait pas en référence à vous avez des petites tribunes, du coup il y a le vent? Oh, bah, Non, il je pense fallait que c'est lâcher, juste je parce pense. qu'il est arrogant. Ah, Oui, non, oui, bon, c'est bah, juste de j'ai essayé de lui l'arrogance. trouver une excuse, mais pas du tout. C'est de l'arrogance et du mépris, mais comme tu disais tout à l'heure, je pense que comme il y a eu la rumeur d'Aloglio à Lyon, Ouais, il y a quoi peut-être, qui ouais. plaisait à Juninho, je pense qu'il y a de ça un petit peu, il était un petit peu jaloux. Ou, Ouais, puis c'est son perso, hein, d'essayer de tailler pour faire parler. C'est alors, Bah ça marche. du Domenech Qu'est-ce à qu'on en ouais, l'ancienne. on est en hein. train d'en parler, mais ce que je voulais revenir en plus, c'est que depuis tout ce temps qu'il a signé à l'Olympique Lyonnais, ses déclarations comme ça, il en a fait très peu. Et j'étais content, je me disais, bah bon, il se retient, et au final, le naturel Mais c'est revient parce au que galop. aussi la communication est grandement faite par le président. Et puis, puis on gagne cette année. Du coup, ça aide aussi à ce qu'il soit pas dans la spirale Si, de... parce que même des fois, il réussit à faire Oui, des oui. déclarations où Ouais, il est même quand on détestable, gagne. même quand on gagne. Oui, Je quand il pense parle à des celle quand remplaçants, on là. gagne. C'est au derby où il dit putain, j'avais l'impression d'être entraîneur du 19. C'est au derby. Ouais, c'est au Ouais. derby, oui. On Ouais, gagne quand il a regardé son 5-0. banc de touche. Un derby, il sait que l'essence même du club où il est entraîneur, c'est le centre de formation. Il se retourne, il dit j'ai l'impression d'être entraîneur des U19. Mais c'est une honte. Il C'est arrive, méprisant, mais- encore une fois, c'est Mais il méprisant arrive envers à ses se rendre joueurs. détestable même quand tout se passe bien. C'est n'importe seul. quoi. Et c'est dommage parce que je pense, en vrai, au fond, attention à ce que je vais dire, je pense que c'est pas un mauvais coach. Ah, je pense Dans- que dans le fond, à tactiquement, comparer tout avec ça, Bruno Genesio, il est meilleur. il a un il a des niveau meilleures footballistique Oui. diamétralement. Oui, quand même. D'ailleurs, c'est sur Téléfoot où il a fait des analyses où c'était super tactiques intéressant. et elles étaient super intéressantes. Et là, on bien comprend, plus intéressante que celle qui fait en conf. malheureusement. Il fait Et- pas d'analyse tactique en Et conf. on comprend justement Jean-Michel Aulas qui disait qu'il avait un très bon sens tactique. J'irai pas jusqu'à dire la Oui. phrase qu'il a Et, surdimensionnée. oui, il a dit. Voilà, dit. oui, bon, Mais c'est après, pas c'est Jean-Michel surdimensionné. Aulas. Bah, c'est son coach, il va le défendre aussi. Ouais. Mais je veux dire, c'est dommage parce que je pense qu'il a tout pour être un bon coach, ou pratiquement tout pour être au moins un coach. Mais il a déjà prouvé dans sa carrière. Voilà, oui, il le a problème, déjà- c'est- ouais. Le problème, c'est son ego, en fait. Mais c'est ça. il a vraiment un ego Ouais. et du mépris envers tous les autres. Mais C'est surtout, pour impressionnant. revenir sur le stade de Brest, ce qui est génial, c'est qu'il est au milieu de la ville. Bah avec, oui, avec avec les la balcons, tour derrière où il y Avec avait les gens. l'immeuble où même on a vu fantastique. que Memphis a joué avec eux. Mais c'est fantastique ce genre de choses. C'est l'essence même du football. Ça me rappelle un petit peu le stade qu'il y avait à Nice à l'époque. Comment il s'appelait Alors j'ai plus le nom. hein. Oh. On s'est pris d'ailleurs. Le plein rail, de- le stade du rail. Ouais. Ouais, possible, je me rappelle plus du nom. Et qui est en train d'être détruit malheureusement. C'est dommage parce qu'on s'en est pris des filoches là-bas, mais c'était fantastique. Tu voyais les spectateurs au balcon, c'est Bah, formidable. ça me fait d'avoir penser des- un peu des stades au comme ça. stade de Monaco paradoxalement, ou qui est au milieu de la ville. Ouais, mais il y a personne qui regarde le foot à Monaco, c'est ça qui est Mais j'y dommage. suis allé 3 fois. Et Oui, mais par tu- contre, il y a une chose formidable, c'est que quand on monte en haut de la tribune visiteur, on a la vue sur la mer. Et ça, c'est incroyable. Oui, et c'est bizarre qu'il soit jamais plein ce stade. C'est fort dommage quand même. C'est un magnifique stade. hein. Celui de Monaco, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ils l'ont refait, ils ont fait des tribunes VIP. C'est étonnant ça. Étonnant. Oui, bon. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des. Bah, on peut peut-être parler du tirage au sort de la Coupe de France où on va jouer Sochaux. Oui, tout à fait. Je voulais juste passer un gros message de soutien à Lenny Pintor qui, on a appris, s'est fait les croisés. Voilà, un joueur Ah. de plus. Il était en prêté- prêt. Oui, il était prêté à 3. Il me semble D'accord, qu'il ça une fait bonne 3 saison. saisons qu'il est prêté à 3, non? Oui, avec option d'achat obligatoire s'il monte en Ligue 1, il me Une semble. belle recrue Flomo, ça encore. Oui, Et on l'a recruté de Brest, il me semble. oui, tout à Ouais, fait de ouais, Brest. ouais. 5 Mais, millions. non, mais c'est pas un mauvais joueur. C'est en pas un plus. mauvais joueur, mais pas pour chez nous, je veux dire. Je pense qu'il C'est est pas du niveau pour trading. chez nous. Oui, c'est du trading. Mais tout à 5 fait. millions pour du C'est trading, pas ça fait 3, déjà c'est cher. pas 3 qu'il va mettre 5 patates. hein. Je suis pas sûr. Non, je crois que Non. c'est 3 justement. Je suis pas sûr du prix. Mais du c'est déjà transfert. beaucoup pour 3 millions. Oui. Non, mais en plus, je pense alors, d'après les stats que j'ai vus tout à l'heure, il me semble qu'il a fait une bonne saison parce que je suis pas du tout la Ligue 2. Non, et 3, ça joue bien. Et, Ah oui, c'est voilà. Jean-Marc Furlan le coach. Donc voilà, Non, je voulais passer un petit message de ça soutien à aussi. Lenny. À Lenny Jean-Marc Pintor. Alors vas-y, on t'écoute pour le tirage de Sochaux. Bah du coup on va jouer Sochaux. Qui a éliminé Saint-Etienne. Ouais. On a pu voir la réaction de Yann Kitala sur Twitter. Magnifique. Aussi gros message de soutien à Kitala qui Ouais. est blessé également. Et on a pu voir qu'il a réagi hier où il a dit qu'il était dégoûté de ne pas pouvoir jouer ce match. Ouais, bah comme forcément, je pense quand t'es ancien lyonnais, Ouais. t'as envie d'affronter ton club formateur. Et Ça puis rentre toujours dans l'histoire. bah, comme on a pu voir la réaction de
c'est Pierre Calulu qui a joué contre nous avec Ajax. Non, Gédéon. Gédéon, ouais. Qui était heureux aussi de jouer contre son club formateur, forcément. Et ce qui m'a fait rire, c'est que Yann Kitala, sur Twitter, en dessous de son message, il y avait plein de gens qui réagissaient, et des fois de manière un peu virulente. Et on pouvait voir qu'il a liké sur tous les messages un peu virulents. Donc en fait, ça voulait dire je peux pas le dire, mais allez-y, dites-le vous, s'il vous plaît. C'est un peu un troller Kitala, j'ai l'impression. Hein. Mais c'est vraiment triste pour lui parce qu'apparemment, il commençait vraiment bien sa saison à Sochaux. Et on espère qu'il va vraiment revenir fort. Et après, Sochaux, en soi, pas un mauvais tirage. On aurait pu avoir pire. On était avec Nice et Monaco, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc les deux se jouent déjà. Tirer Monaco alors qu'on va les jouer en Ligue 1 aussi dans pas longtemps. Où là on a. Mais ce serait pas la première fois parce que ça nous est déjà arrivé de faire 2 fois le déplacement à Monaco dans la semaine. Hein. Oui. Et d'ailleurs, si on parle des prochains matchs, semaine prochaine Marseille, Olympico. Même si Sampaoli est élu entraîneur avant, il pourra pas l'être sur le banc de touche. Ah ouais, c'est parce sûr, qu'il faut une semaine de quarantaine. Ok, je sais pas. Et de toute façon, il pourra pas faire grand chose parce que vu le nombre de joueurs qui sont absents à l'Olympique de Marseille. Il y a Nagatomo là du coup qui est suspendu. Non, c'est Sakai. Sakai, Rongier. Benedetto, je crois. Oui, Benedetto qui fait son dernier match. Benedetto. Ouais. Benedetto qui est suspendu aussi, donc il n'aura pas vraiment le choix. À tous les coups, Payet et Thauvin vont se réveiller face à nous, hein, comme d'habitude. Payet s'est réveillé déjà les 2 derniers matchs, donc il faut s'attendre à avoir des assauts de Payet, surtout face à Rudy Garcia, qu'il aime tant. Donc, je pense que non, mais ça risque d'être sympathique et animé. On arrive dans un mois qui va être décisif. Faudrait être dans la course, quoi, à la fin. Oui, parce qu'on va affronter on peut ouvrir un peu un débat parallèle, c'est que cette année, la saison de Ligue 1, c'est génial. Ouais, ah oui, très bien. Même si malheureusement il n'y a pas de public, ce serait 1000 fois mieux s'il y avait du public. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une aussi bonne saison? Et de tous les clubs, des 4 premiers là, Monaco qui revient en boulet de canon en fin de saison, mais c'est formidable. La dernière fois c'était quand? C'est quand Marseille gagne en 2010? Non. Avec autant de clubs, tu veux dire? Ouais. Il y avait Lyon, Marseille, Lille et Bordeaux. Ouais, parce que souvent c'était des matchs à 2 quand nous on joue face à Paris ou Monaco face à Paris. Pas plus. Et là, ça va être là, on sait pas qui. Ça change toutes les semaines. C'est incroyable. Et pourtant, en plus, quand on regarde les statistiques, ça montre, par exemple, que l'Olympique Lyonnais en 2006 avait le même nombre de points et a fini champion, mais largement. Alors que là, finalement, c'est vachement indécis. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, la l'une des ligues, je pense, qui est là où il y a le plus de suspense avec l'Allemagne. On se plaignait constamment, non, mais il n'y a pas de suspense. Cette année, il y en a. Et cette année, il y en a. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas. Il y a eu un super match hier soir. Bon, faut pas regarder les matchs de l'Olympique de Marseille en ce moment. Apparemment, leur coach, il fait des. Il a fait quelques bons choix. Il a ramené le calme et au moins il fait les bons choix. Voilà, c'était un choix un peu logique. C'est déjà ça. Ouais. C'est déjà ça. Alors, je propose qu'on passe tout de suite à question pour un gon et on va tester vos connaissances en l'Olympique Lyonnais et son histoire avec des questions plus ou moins difficiles. Aujourd'hui, vous êtes que 2, vous allez pouvoir marquer beaucoup de points. Donc profitez-en. Ouais, sauf si Arthur prend tous les points. Et comme ça, William marquera enfin un point vu que c'est lui qui fait le quiz. Voilà, et ça, j'en suis content. Alors, question pour un gon. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça dans une ambiance... Est-ce qu'il y a encore 5 questions comme la dernière fois? Non, il y en a 15. J'ai décidé de faire ça dans une ambiance un petit peu funky. Donc, on va avoir des morceaux de funk qui vont tourner en fond. Voilà, pour nous ambiancer un petit peu, pour vous mettre un petit peu la pression aussi. On va frotter le soulier. Ouais, vous entendez un petit peu la funk derrière, ça c'est génial ça. Alors on va pouvoir commencer par... C'est clairement pas de la funk, c'est de la musique d'ascenseur. Mais non, c'est de la funk, c'est pas de la musique d'ascenseur. On n'est pas sur les quais du Rhône là, je te le dis. Oui. Dans 2 secondes ça va danser dans tous les sens. C'est un peu mieux. Tout à fait, c'est un peu mieux. Alors on va commencer avec la première question. Donc vous avez 15 questions, vous pouvez répondre si l'un se trompe, l'autre peut répondre derrière, il n'y a pas de souci, on va faire à celui qui lève la main le plus vite. On commence avec la première question si tous les deux vous êtes prêts. Ouais, c'est bon. En combien de temps le Groupama Stadium a-t-il été construit? Arthur? C'est quoi l'échelle, l'année, le nombre de... Le nombre d'années, ouais. En combien d'années il a été fait? 4 ans? Et ça, c'est une bonne réponse. 2012-2016, ouais.
Bravo. Je croyais que tu me demandais le jour, le mois, le numéro qui Non, suit. non. Bravo. Alors, on va noter un petit point pour Arthur. Bah, qui on t'a pas passe, fait le rappel des scores. Non. Et je me suis trompé de touche sur le clavier, c'est pas grave. Je vais mettre 2 points. Est-ce que vous pouvez noter vos points parce que du coup ça va être compliqué pour moi aujourd'hui de Allez, de tout de les noter. suite. Eh oui, bah attendez, il faut regarde un pas petit peu les plus. matchs. Et Arthur monte donc à 40 points aujourd'hui. J'espère que je vais pas passer Quentin, par, tu es à 29. Donc profites-en pour marquer des points et rattraper Valentin Oui, qui est ouais, à ça va, 35. ça va. T'es à 29 Il est à 29. Je vais tout faire pour que tu le fasses devant. On peut aller pour la deuxième question. Ouais. Vous êtes prêts? Quel match a réalisé le record de spectateurs au Groupama Stadium? Arthur? C'est Lyon. Non, c'est le match de la finale de rugby. On top parle 14. en football olympique lyonnais. hein. Je Bah précise, alors, tu as droit à une autre réponse. Ah, j'avais pas entendu. C'est Lyon. Je l'ai vu la semaine dernière quand j'ai fait mon quiz. Ah, C'est Lyon. elle est facile en plus celle-là. Saint-Etienne. Oui, quelle date? C'est celui de 2017 quand on gagne 2-0. Ça c'est faux. Ah. J'ai pas le point du coup. Ah bah non. Mais comment t'as juste demandé le match? Bah oui, bah je demande. Mais le match, j'ai donné le Il match. faut le match précis. Bah non, Bah non, tu m'as dit tu c'est m'as demandé le Lyon-Saint-Etienne, match, mais j'ai donné Lyon-Saint-Etienne le de match. quand Bah non. Quentin? à toi. Quand on fait un partout. Non mais l'année. L'année. Bah oui, oui. C'est pas le premier derby. Moi je tiens non parce que c'est le mien. Je tiens juste à dire que la semaine dernière, j'ai dit que quand j'ai demandé le match qui avait fait le plus d'affluence à Gerland, j'ai demandé le match et l'année. C'est vrai, j'ai mal formulé ma question. Donc tant je pour peux moi. avoir un point. Non, c'est pas grave, je ici. Je l'ai- je l'ai dit 2018. encore. 2018 et ça c'est une bonne réponse. C'est un vol, j'ai jamais Voilà. vu. C'est du pif. Vraiment, je n'en savais rien. C'est un vol. Un petit point, un petit petit point point, pour 30. Quentin. On continue avec la troisième question. Attention, celle-ci, elle est compliquée. Pour moi, j'aurais su y répondre. On commence. Alors, en 2009, l'Olympique Lyonnais se diversifie mais reste toujours dans le domaine du sport et intègre une nouvelle ligue. Laquelle? Arthur. Formule 1. Oh, bien joué. Un point pour Arthur. Donc la Super League. C'est F1. pas la Formule 1, c'est la Non. e-Formule. Oui, mais c'est de la oui, Formule 1. C'est de la Formule 1. C'est la C'était un Formule 1 V12. électrique. Non, c'était un V12 qu'il y avait dedans. Eh oui. Mais respecte, c'était pas la Ah vraie ouais. Formule 1. C'était pas la vraie. Si, c'était une vraie Formule 1. Une Formule 1 V12. Arrêtez de vouloir me voler des points. Si. Pourquoi C'était t'allais juste- répondre quoi, Non, toi ce que je veux dire, c'est que c'était pas dans le championnat de Formule Ah 1. non, oui. non, d'accord. j'ai bien dit qu'il a intégré une nouvelle ligue et c'était la Super League F1. Ok. Donc toi, tu t'allais répondre quoi? Et c'était avec tous La les boule clubs lyonnaise européens. Parce que j'ai vraiment hésité avec la boule lyonnaise. Hein. Oui, on avait intégré Ouais, la boule ouais. lyonnaise aussi, effectivement. Ça Oh aurait pas non, été une mauvaise réponse. mais moi j'allais dire e-Formule. Pour moi, c'était la Formule électrique, mais non. Ah, effectivement. pas du tout. Bah, t'avais le truc déjà. C'était la Formule 1 des clubs de football européens. Ouais, il y Ouais, avait je me rappelle. Liverpool, Ouais, Milan. c'est ça. C'était d'un kitsch ce truc, ça a pas marché. On a fini 12ème sur 16, je crois. Alors qu'on avait un super pilote en plus. Ou je sais pas, je le connaissais pas. Si, un très bon pilote qui a piloté en F1 d'ailleurs. On continue avec la Romain- quatrième question. Quel joueur est passé par l'Olympique Lyonnais, Monaco, Barcelone, Roma, Paris, Monaco? Julie. Eh bien joué. C'est encore un point pour Arthur. On continue avec la cinquième question. Qui est le joueur jouant actuellement à Apollon en Grèce, passé par l'Olympique Lyonnais, mais également Nice, Bologne, Atalanta, Saint-Étienne, Montpellier? Quentin? Mounier. Bien joué. T'es chaud. Anthony Mounier, voilà, celle-là fallait la trouver celle-là. hein. Alors on enchaîne avec la sixième question. Quel joueur emblématique a joué à Bordeaux, Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais? Arthur. Bernard Lacombe. Ben bien sûr. Toutes les semaines, il y a mais une question sur Bernard. Mais moi, j'en Il peux fallait plus. que j'ai la place. Et au début, je voulais dire quel membre du club de l'Olympique Lyonnais a mal parlé sur les femmes. Après, je me suis dit non, quand même. Non, mais j'ose pas répondre On va parce que éviter. ça, on l'a tellement sorti, Bernard Lacombe. Quand il a dit Bordeaux, je le Bah savais oui, moi déjà. aussi. J'adore Bernard. On l'embrasse. On est à la septième question déjà. Et alors, celle-ci, elle est très complexe. J'espère que vous le savez et que vous êtes des vrais passionnés. Quels sont les prénoms et noms de famille de Juninho en entier? Attention, celle-là peut rapporter. Celle-là, je donne 2 points parce qu'elle est vachement compliquée. On n'attend aucun des deux consultants n'a la réponse apparemment. On t'écoute, Quentin. Je vais dire une bêtise, mais Juninho. Il y a pas de Juninho, c'est un surnom. Putain. Si, il y a Juninho. Ah ouais Il y a Juninho. Oui, Ah, oui. c'est Chris, oui, je suis con. Il y a pas dedans. Da Oliveira. Non. Non. Arthur. Juninho, Antonio, Oui. Voilà. Fernand Bucano. Non. 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 Non, vous l'avez pas? Non. Oh, alors là, non.
Vous voulez pas du tout. Mais c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Bon, les 2 points, je les veux, hein, mais... Bon bah écoute, alors je vais vous dire la réponse, c'est Antonio Guscio Ribeiro Reyes Junior Juninho Pernambucano. Ouais, ça, c'était 10 points. Ah Ils se bah non, gagnaient, c'est 2 direct. points. Non, mais sérieux, vous l'avez jamais entendu celle-là en entier? Parce que si, je l'ai dit en Si, mais bah, tu vas me dire que retenu. t'arrives à tous les citer sans l'avoir sous les yeux? Oui, bien sûr. Non, bien sûr, mais je l'ai appris quand j'étais tout petit, comme j'étais fan de Juninho, et voilà, du coup, c'est resté. D'ailleurs, Juninho, je t'aime. Oui. Si tu nous écoutes. Moi aussi également. Je porte son maillot, c'est honteux. J'ai juste écrit Juninho. Moi, j'allais vraiment lever la main, répondre Juninho Pernambucano. Moi aussi. Non, le nom de famille et le nom de prénom. Les Brésiliens, leur prénom à 150. Ah, voilà, c'est ça. Alors, justement, la question numéro 8, comme Juninho. Qui est le joueur que Jean-Michel Aulas a recruté dans l'e-sport? Le premier, Arthur. Rafsou? Bien joué. Bon, alors là, je m'y connais Un pas en petit point e-sport. en donc, plus. Moi Oh, non mais plus, c'est juste qu'il habite vers chez moi. Bah voilà, au moins c'est dit. Question numéro 9. Combien de titres du championnat de France possède l'équipe féminin de l'OL? Arthur? Bah allez, Quentin. Non, j'ai pas répondu. 15? Non. 18. Non plus. Je crois qu'on a encore commencé en 2004. T'y étais presque, Arthur. Hein. T'étais Donc ça vraiment fait pas loin. 16. Non plus. 14. Bien joué, Quentin. Voilà, c'est le jeu des enchères un petit peu. Hein. Il marque un petit point. On continue donc avec la 10e. La 10e question. Vous êtes prêts? Non. Non, pas du tout. Vas-y. Quel joueur a été vendu au même prix que Lucas Touzard? Arthur? Vendu au même prix que Lucas Touzard? Ouais, Lucas Touzard, il est pas brésilien du coup. Oui, mais cette saison? Non, pas forcément dans... On a vendu plein. Non, on a vendu un joueur exactement au même prix. C'est quoi ces questions-là, quoi? Est-ce qu'on peut avoir une fourchette d'années? Ouais, de au moins poste l'année de départ. C'est très récent, hein, entre 2017 et 2021. William Goebbels? Non plus, non. Très grand joueur. Je vous aide un petit peu. Nabil Fekir? Non plus. On s'en rapproche, mais non. Yacine Fekir? Mais non. Non, mais c'était pour la Rachid bague. Ghezal? Non, il part libre. Non. Il parlait, mais Non. effectivement. Elle est très facile en plus celle-ci. Mais je suis sûr en plus que c'est simple. Mais un joueur vraiment facile, tu dis? Oui. Samuel Umtiti? Bien sûr. Ah putain. Un petit point, 25 millions d'euros. On le vend 25, Lucas Touzard? Ouais. Ah oui, ça, je le On savais. le vend 25 Ça, au Hertha Berlin. La belle arnaque. Ah Maintenant, ouais. ils se demandent pourquoi ils l'ont acheté. Ils en peuvent déjà Il plus. n'est pas titulaire. 11e question. Quel club nous achète le plus de joueurs au prix fort? Qu'est-ce que t'appelles au prix fort? Ouais, c'est-à-dire quel club nous a acheté comment expliquer ça? Tu veux dire que quel club a le plus dépensé pour nous acheter le Voilà, joueur? Le ouais, Real c'est ça. Madrid? Bien joué. Tu Hein, sais combien de Ferland. millions? Alors attends, Ferland. Karim, c'était quoi? 35? Effian? Il part à Chelsea ou au Real? Non, et Chelsea. Ah. Je sais pas, on va dire 110? Non, moins que ça. 80. 130 millions Ah, j'ai d'euros dit 110, pour T'as dit moins que ça. 4 transferts. Il y a qui dedans? Ferland, J'ai Karim? pas noté les réponses. Il y a Ferland, Karim. Diarra? Ouais, Oui, Diarra. 30 aussi, Et 30 il en aussi. reste un, je n'ai pas le nom. Je l'ai pas noté. Manger. de toute façon. Ouais. On continue avec la 12e question. Lors de quelle saison l'Olympique Lyonnais a eu son plus gros budget? Arthur? 2019-2020? Alors je regarde. Mais oui, bien joué. 310 millions d'euros de budget. C'est un record. En ce moment, on est à 280 millions pour cette saison. Bah, ça a redescendu un peu. On est un petit peu redescendu, mais c'est normal, période Covid, etc. On y va avec la 13e question, il en reste encore quelques-unes. Quel est le joueur formé à l'OL avec Anthony Martial qui évolue actuellement au Dynamo Moscou? Arthur? Clinton NG? Bien joué, mais... Pourquoi tu me parles d'Anthony Martial? Parce qu'il a joué avec lui en réserve. Oui, mais mais Dynamo mais Moscou, pour moi moi, tu tu- m'as perdu, hein. C'est pour ça que j'ai baissé la main. Quel mais c'est des joueur questions formé pièges. avec Anthony Martial? Oui, ils ont été formés à la même période. Ah oui. C'est pour ça. Voilà, je sais que c'est un petit peu piège. Oh, la mais- syntaxe! Oui, bah oui. Formé en même temps qu'Anthony Martial? Oui, bon... Voilà, bon, faut que je mette un petit peu des pièges, sinon vous allez dire que c'est trop facile. Oui, parler français. Voilà, aussi également, voilà, bon. On y va pour l'avant-dernière question. Qui était surnommé le petit Mozart? Arthur? Angel Rambert? Non. Je vais le Quentin? ressortir à toutes les émissions. J'ai sa tête et j'ai plus son nom parfait. Chiesa? Oui, bien joué, bien Chaud, joué. chaud. Voilà.
Dernière question pour marquer, allez, on va donner 2 points parce que celle-là elle est facile en plus et c'est la dernière. C'est cadeau, c'est mon quiz, je fais ce que je veux. Pour 25 millions d'euros, quel joueur est recruté par l'OL en 2010 ? Arthur, du coup. Le tennisman formé au Stade Rennais, dont le père est entraîneur, Johan Gourcuff. Et c'est pas 25, c'est 22. C'est 22 plus 3, donc c'est pas écoute, bon. je suis allé sur le site de l'Olympique Lyonnais, c'est écrit 25. Donc voilà, je me suis informé à la source même du club, pour une fois. Donc voilà. En tout cas, Arthur, bien joué à toi. Tu marques encore beaucoup de 9 points. 9 points pour Arthur. Et toi, 5. 5 et voilà. Bien joué l'équipe. Tu repasses devant... Ouais, je crois, ou pas loin. Ouais, je crois Pas loin en tout cas, t'avais 29 points, donc tu repasses pas très loin. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, c'est déjà la fin. On aura passé une bonne petite heure ensemble avec de la funk, des questions, du fun, on s'est bien amusé. La vie de la rédac, voilà, on a parlé de Rudy Garcia, on a parlé des joueurs, on a parlé de tout. Et surtout de l'Olympique Lyonnais. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, 21h, 22h sur Couleur, ainsi qu'en rediffusion le mardi de 16h jusqu'à 17h pour de nouvelles aventures sur les ondes. On espère un bon Olympico. Ouais. Bien sûr. Ah oui, ce sera l'Olympico le prochain match à débriefer. Merci à vous, merci aux auditeurs et aux auditrices. À la semaine prochaine. Bisous. À la semaine prochaine. Je suis dans la boîte, je suis dans le club, y a des sons que je kiffe pas trop, mais je reste dans l'ambiance. À la base, la funk, c'est pas ma cam. J'essaie de suivre le mouvement, je me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire, y a même des gens chelous. Et je profite jusqu'à la fin, après j'avoue, y en a qui forcent jusqu'au bout de la...